à tous, nous sommes le jeudi 12 septembre, bienvenue dans votre émission matinale et régionale avec au menu aujourd'hui un livre d'histoire et des bons conseils en matière de covoiturage. Ce livre d'histoire, c'est vous qui l'avez écrit, Richard Zeiler, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, dans cette maison que vous connaissez pour y avoir travaillé il y a quelques années maintenant. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et vous publiez Objectif Strasbourg aux éditions de La Nuée Bleue, un livre richement illustré qui retrace un épisode douloureux et peu connu de cette guerre en Alsace, les 5 bombardements aériens américains qui ont détruit 20% de Strasbourg et tué plus d'1 millier de personnes entre 1943 et 1944. À vos côtés, Céline Kastner, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable juridique de l'Automobile Club Association et vous allez nous parler du covoiturage et des problèmes juridiques qui y sont associés. Covoiturage dont nous allons célébrer prochainement une journée nationale, c'est prévu le 19 septembre. Et puis vous le savez, nous prenons la route tous les jours dans Alsace Matin pour découvrir un coin d'Alsace. Aujourd'hui, direction les Vosges du Nord où Marie-Christine Lang nous attend. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Aujourd'hui, on prend de la hauteur sur les hauteurs de Lembar. Je vous propose un petit tour au Moyen-Âge, au château du Fleckenstein, véritable citadelle imprenable. Le 6 septembre 1943, à 11h17, s'abattaient sur Strasbourg 574 bombes en 70 secondes. Bilan 195 morts et plus de 600 blessés. Les pilotes étaient américains en lutte contre les nazis, des nazis qui avaient annexé l'Alsace, on s'en souvient à l'époque. Richard Zeiler, pourquoi vous penché sur cet épisode précisément de la guerre en Alsace ? Tout simplement parce que ce jour-là, j'ai failli être tué. J'avais 2 ans et demi, j'étais un petit bébé et j'ai failli être tué, tout simplement. Alors, ce qui m'a... Vous dites tout simplement l'air de rien. Oui, j'aurais pu être tué et ne pas être en face de vous à ce moment précis. Je me suis intéressé à cette histoire tragique concernant tous ces bombardements de Strasbourg, relativement occultés, oubliés pour toutes sortes de raisons. Parce que les Strasbourgeois ne pensaient pas que la ville pourrait être un jour bombardée. Immunité culturelle presque, non? Oui, il y avait un peu de ça. Cela a été dit pour des raisons de culture, à cause de son riche patrimoine archéologique et monumental, et parce que les Strasbourgeois pensaient que les Alliés connaissaient Strasbourg, une ville française, qui n'avait pas à être bombardée. Et ils ont été confortés dans cette idée-là jusqu'à ce fameux 6 septembre 1943. Pas de bombardement, des avions ont survolé la ville, bien entendu, depuis le début de la guerre, mais pas de bombardement massif. Et le 6 septembre 1943 est arrivé. Alors là, on n'a pas compris et on s'est demandé pourquoi Strasbourg a été bombardé. Alors, je donne la réponse immédiate. Strasbourg a été bombardé tout simplement parce que la ville avait des objectifs stratégiques. On peut les rappeler en quelques mots? Alors je les rappelle très rapidement, cette maudite voie ferrée entre Strasbourg et Kiel. Alors je dis maudite parce que les habitants de Neudorf allaient le payer très très cher d'habiter à proximité de cette voie ferrée, qui était une voie ferrée stratégique, puisque tout le trafic militaire en munitions, en soldats, en toutes sortes d'équipements, passait à cet endroit-là pour aller en France, pour aller alimenter le front de l'Ouest. Autre site stratégique, les Junkerswerke, qui mettaient au point des moteurs d'avions pour la Luftwaffe à la plaine des Bouchers, à la Méno. Oui. Ce que j'appelle, moi, les infrastructures ferroviaires comprises entre la gare de Strasbourg et Vendenheim. Toute cette partie était extrêmement importante, cette zone géographique était extrêmement importante pour les nazis. Les réservoirs de pétrole du port du Rhin, ceux de la Robertsau en particulier, derrière le château de Pourtalès, et les ateliers ferroviaires de Bischheim, où l'on fabriquait également du matériel ferroviaire pour l'armée allemande. Voilà, alors dans cet ouvrage que vous publiez aux éditions de La Nuée Bleue, Objectif Strasbourg, il faut dire qu'il y a énormément d'illustrations, des photos d'époque, que l'on voit d'ailleurs défiler dans cet écran depuis que vous avez commencé à parler. Il y a aussi énormément de témoignages. Vous avez passé beaucoup de temps à écouter celles et ceux qui ont survécu à cette... ce coup de tonnerre dans le ciel de Strasbourg, encore marqué 60 ans après, 70 ans après? Oui, très marqué. J'avais lancé 2 appels à témoins en 2007 et en 2008. Et entre-temps, j'ai eu des lettres à mon domicile. On m'a écrit parce qu'on savait que j'étais en train de rédiger ce livre. Donc j'ai eu énormément de témoignages. On a fait tout de même un tri, on a repris certains textes.
mais tous ceux qui ont témoigné figurent dans cet ouvrage. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui m'envoient du courrier, qui me disent « Ah, mais il y a ça, mais c'était une énorme catastrophe pour les Strasbourgeois, finalement. Et maintenant, on a envie de parler de cela, évidemment, 70 ans plus tard. Alors, on a parlé de ce bombardement le 6 septembre, il y en a eu 4 autres jusqu'en 1944. Le bilan chiffré, c'est 1035 morts. Vous les avez tous comptés, ils sont tous cités dans cet ouvrage. Ils sont tous cités dans cet ouvrage à la fin de l'ouvrage, ce qui en fait un ouvrage impressionnant. C'est impressionnant de voir tous ces noms défiler sur les dernières pages du livre. Je veux dire également que sur ces 1035 morts, il y en a 25 qu'on n'a jamais réussi à identifier, 13 femmes, 12 hommes, et que parmi ce millier de morts et plus figurent 113 Allemands de souche. Voilà, et donc toutes ces victimes sont recensées à la fin de cet ouvrage. On va en reparler dans quelques instants. Auparavant, je vais vous emmener dans les Vosges du Nord, où c'est plutôt Marie-Christine Lang qui va nous emmener dans les Vosges du Nord. Vous le savez, ce week-end ont lieu les Journées du patrimoine, l'occasion de découvrir des monuments dans la région. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Marie-Christine qui nous emmène découvrir le Fleckenstein. Alors là, on est sur le sentier circulaire au pied du Fleckenstein. Suzanne, ce château fort, il date du XIIe siècle, c'est ça ? Nous ne connaissons pas la date exacte de sa construction, mais la famille Fleckenstein est mentionnée au XIIe siècle, donc il devait déjà exister. Alors les Fleckenstein, c'était des seigneurs très puissants à l'époque. Oui, ils étaient là pour remplacer les empereurs du Saint-Empire, donc des ministériels, des hauts fonctionnaires, déjà au XIIe siècle, et ils ont eu des fonctions très importantes. Le rôle de ce château fort, c'était de protéger le palais impérial qui était à Haguenau à l'époque. Oui, c'était un réseau de châteaux forts entre les palais impériaux, Haguenau d'une part, et Kaiserslautern. Il y avait une trentaine de châteaux forts alors dans le secteur. Oh, je ne les ai pas comptés, mais très certainement, peut-être même plus. Ce qui est surtout très impressionnant, c'est l'aspect troglodytique de ce château fort. Il a été construit dans le rocher alors. Oui, le rocher, donc c'est vraiment typique des châteaux de montagne des Vosges du Nord, ce grès, et il a été exploité à l'intérieur, il a servi de carrière, donc c'est très intéressant. Il y a des salles troglodytiques encore qui restent à l'intérieur. Oui, et voilà, donc, mais là, quand même la partie somnitale, c'est là qu'il y avait le palais, le logis du seigneur. Donc c'est là qu'on va aller tout de suite alors. Ouais. On y va ? Alors là, on a gravé une bonne centaine de marches et on arrive au sommet du château. Alors Suzanne, c'est ici en fait que les seigneurs avaient leurs habitations. Oui, donc il faut s'imaginer cette plateforme un peu comme les fondations sur lesquelles étaient construites des maisons de 2 voire 3 étages. Alors ici d'ailleurs, on est dans la cuisine, enfin ce qui était la cuisine. Oui, nous avons ici encore une citerne, donc qui récupérait l'eau de pluie. Et un peu plus loin, les meules et la table à feu. Alors, c'est une ruine aujourd'hui, mais si on fait preuve d'un petit peu d'imagination, donc on s'imagine des maisons de 2-3 étages. C'était vraiment un village perché sur le rocher. Oui, c'était très vivant. Donc, en bas, la basse-cour, il y avait les animaux, etc. Et puis ici, la famille, les 2 familles Fleckenstein qui se partageaient ce site. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la partie moyenne du château? Dans la partie moyenne, qui est vraiment dans le rocher, c'était des salles de service, par exemple les archives ou une salle d'armes. Alors le climat devait être assez rude, mais néanmoins on a une vue magnifique sur la vallée de la Sauer et sur le parc régional des Vosges du Nord. Voilà, et la vue effectivement est superbe. Jeudi 19 septembre, c'est-à-dire pile dans 8 jours, ce sera la journée nationale du covoiturage, une manière de se déplacer plus économique, moins polluante et puis parfois un petit peu plus conviviale. Écoutez ce petit témoignage. Au départ, j'ai fait beaucoup de stops. Qui est une solution qui est extrêmement intéressante parce que déjà ça permet de rencontrer des gens, ça permet de voyager à moindre frais. Et donc j'ai voyagé comme ça pas mal à travers la France par petits sauts de puce. Ma famille étant éclatée un peu aux 4 coins de la France, j'ai toujours dû beaucoup voyager. Et aussi par mes études, comme je suis étudiant en architecture, plusieurs fois j'ai dû bouger à travers la France pour pouvoir aller voir des sites, ne serait-ce que pour pouvoir les travailler. Pour
pour faire du covoiturage, il faut d'abord s'inscrire sur un site internet. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Et donc, moi, par le bouche à oreille, je suis arrivé sur un site qui m'a tout de suite convenu parce que il y avait beaucoup d'informations dessus, beaucoup de trajets aussi qui étaient proposés. Ça permet aussi de savoir qui est la personne. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle prend des animaux, quelle taille de bagage on peut avoir, quel confort sa voiture, de quel confort est sa voiture, etc. Donc tout ça, c'est des informations qui permettent très rapidement de... moi, je m'en fiche un peu, mais qui permettent quand même de choisir aussi avec qui on voyage. Voilà, et Céline Kastner est sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Elle est responsable juridique à l'Automobile Club Association. Un petit mot peut-être pour commencer sur ce qu'il faut entendre par covoiturage. C'est tout simplement le fait d'être plusieurs occupants d'un même véhicule qui va dans la même direction pour effectuer un même trajet. Alors il y a différentes manières de covoiturer. On peut le faire de manière ponctuelle ou de manière très régulière et organisée. Voilà, très ponctuelle, à l'occasion notamment de départ en vacances, où il s'agit effectivement sur un trajet un peu plus long de partager sa voiture, de manière ponctuelle sur un événement particulier, et puis aussi de manière récurrente et régulière, notamment sur les trajets domicile-travail qui peuvent réunir notamment certains salariés d'une même entreprise. Voilà, il y a pas mal d'entreprises en Alsace d'ailleurs qui s'intéressent à ce mode de déplacement groupé. C'est exact, c'est important pour elles parce que finalement le risque routier est un enjeu pour les entreprises et à ce titre-là, les entreprises ont une obligation de sécurité par rapport à leurs salariés qui sont exposés au risque routier et c'est une manière de finalement faciliter et puis optimiser les déplacements des salariés. Alors, je ne sais pas, Richard Seiler, vous êtes adepte du covoiturage, ça vous arrive de temps en temps? Très sincèrement, je n'ai jamais fait de covoiturage. En vélo, non? Non plus. En vélo, difficilement. Mais je fais du vélo. Oui, justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, si je décide de prendre quelqu'un dans ma voiture, de covoiturer régulièrement, est-ce qu'il faut prendre une assurance particulière? Alors, le covoiturage a ça aussi d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de réglementation, de règles spécifiques. Maintenant, qui dit voiture, dit assurance obligatoire et effectivement des garanties à avoir, donc une responsabilité civile au minimum qui va couvrir le véhicule. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une garantie spécifique au covoiturage. Par contre, il est nécessaire que l'assuré, donc le conducteur, en informe sa compagnie d'assurance, tout simplement parce que notamment si c'est une pratique régulière, ça va impacter le risque et l'assurance est tenue d'en être informée. Voilà. Et pour celui qui monte dans la voiture, il n'y a pas non plus d'assurance particulière? Il n'y a pas d'assurance particulière, mais par contre, il y a une prudence à avoir. C'est de vérifier quand même que l'attestation sur le pare-brise soit à jour, que le conducteur est bien titulaire de son permis de conduire. Et puis, en termes de garantie également, le conducteur doit impérativement vérifier ses garanties. Donc ça suppose par exemple de s'assurer que les trajets qu'il effectue dans le cadre du covoiturage soient bien couverts par son contrat d'assurance. Et je pense notamment au trajet domicile-travail. Il s'agit aussi d'être attentif aux franchises, notamment quand on prête le volant. Ça peut arriver sur des longs trajets comme des vacances où il est plutôt conseillé de se relayer. Toutes les 2 heures. Voilà, en termes de sécurité routière, c'est mieux. Et là, il peut y avoir, attention, des clauses particulières dans le contrat, donc notamment des clauses de conduite exclusive qui font que certaines garanties ne vont pas être appliquées. Ou des franchises peuvent être appliquées, notamment si un sinistre se produit alors que le conducteur n'est pas celui qui est désigné dans le contrat. Attention aussi, si on prête le volant à un jeune conducteur, là aussi, il peut y avoir des franchises majorées qui peuvent être prévues par le contrat. Alors, ce qui est prévu aussi, normalement, c'est de participer financièrement à ce trajet. Comment est-ce qu'on définit ce prix? Alors, l'idée, justement, du covoiturage, c'est de faire un petit peu baisser son budget d'automobiliste, qui grimpe malheureusement chaque année de manière assez conséquente, et de mutualiser ses frais. Donc évidemment, les frais, c'est essentiellement le carburant. Ça peut être les péages si on emprunte l'autoroute. Mais attention, là, c'est quand même une prudence à avoir pour le conducteur. L'idée, pour lui, n'est pas de faire du bénéfice. Sinon, il serait considéré comme exercer une activité rémunérée et tomberait sous le coup d'un transport de personnes, on va dire, encadré, et qui, par des lois, et notamment par une assurance, là, pour le coup, particulière, professionnelle. Voilà, évidemment, pour celles et ceux qui auraient envie de tenter cette aventure du covoiturage, il y a des sites internet dédiés, notamment ceux mis en place par le Conseil général du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ils ont chacun leur site, covoiturage.cg68 pour le Haut-Rhin et bas-rhin.fr/transport/covoiturage pour les Barinois. Marie-Christine Lang, elle a covoituré jusqu'au Fleckenstein sur les hauteurs de Lembar. Le Fleckenstein qui sera ouvert ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Ce sera même gratuit. À l'ombre de ce grand château du Fleckenstein, il y a le petit Fleck dédié aux enfants où les enfants peuvent relever des défis. C'est ce que va faire Marie-Christine.
On se retrouve au Fleckenstein avec 70 000 visiteurs par an. C'est le monument le plus visité en Alsace. Il faut dire qu'ici, on propose aussi de nombreuses animations pour les enfants. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant le château des défis. De quoi s'agit-il? Donc c'est un parcours de jeu pour les familles qui se divise en 20 stations. Donc le premier jeu se fera dans le Petit Fleck. Après, les enfants prennent le toboggan pour remonter au Moyen-Âge. Après, il y a la station dans la forêt et dans le château. Donc c'est 20 défis à relever pour sauver la dynastie des Fleckenstein. Oui, voilà. Donc on accompagne la princesse Mathilde pour qu'elle arrive jusqu'au château, pour qu'elle puisse se marier à Hugo ce soir. Alors là, on a la carte des défis. On y va? On y va. On passe au XIIe siècle. On arrive dans le Petit Fleck, sur les pas de la princesse Mathilde. Alors là, c'est le premier défi. Oui, voilà, c'est la première question. Donc, la chauve-souris vole, allaite ses petits et se nourrit d'insectes. Est-elle un oiseau, un mammifère ou un reptile? Un mammifère. Oui, bravo, très C'est bien. ça, parce qu'elle pond aussi des œufs, hein, c'est ça hein? Oui, parce qu'elle allaite ses petits. Alors là, on peut aussi se mettre ensuite à chaque fois, à chaque défi. C'est très ludique. Là, on se met dans la peau d'une chauve-souris. Et alors, Betty, bonjour, vous êtes la directrice. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre défi? Dites-nous un petit peu. Ah, vous n'en êtes qu'au début. Là, ce n'est que l'aventure qui commence. Il y en a 20 autres. Ici, il faut trouver le passage dans le XIIe siècle. Et alors, il faut faire preuve d'observation, de courage parfois même pour relever tous ces défis. oui, et de logique. Le but, c'est de faire collaborer les enfants et les adultes pour qu'il se passe quelque chose entre eux, qu'ils passent une bonne journée et qu'ils s'amusent. Alors, c'est vraiment l'attraction phare hein, du Fleckenstein. C'est ce qui attire de plus en plus de monde. Oui, c'est le château des familles. Et pour les journées du patrimoine, le château sera ouvert hein? Oui, bien sûr, il est ouvert jusqu'en novembre et il sera gratuit le dimanche 15, mais les défis seront payants. D'accord, mais tout de même, c'est une belle idée de sortie lors des journées du patrimoine. Voilà, une autre idée pour les plus petits ou même les grands qui sont restés petits, c'est la sortie toute récente du Petit Nicolas en yiddish. Alors, il y a eu 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde pendant depuis des années et des années. Et là, c'est la première fois que ça sort en yiddish. C'était la langue maternelle de Goscinny. Et puis, normalement, une version en alsacien est attendue pour l'année prochaine. On passe d'un livre à l'autre et évidemment, ils n'ont rien à voir puisque celui-là, c'est Objectif Strasbourg, c'est celui que vous signez, Richard Seiler, un livre dense, très humain, très accessible à tous. Pas besoin d'être un historien pointu pour le comprendre et le dévorer de bout en bout, il rassemble énormément de témoignages d'Alsaciens qui ont vécu ces bombardements, ces 5 bombardements aériens américains entre 1943 et 1944. Il y a pour vous aussi, je pense, un côté peut-être thérapeutique à écrire cet ouvrage. Oui, question posée. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Voilà, c'est autrement dit. Il s'agissait de faire une psychothérapie. Il fallait que ça sorte. Il fallait qu'on le crache tout de même. Il fallait attendre 70 ans pour le sortir? Oui, je pense. Et les gens, parce que les Strasbourgeois, au sortir de la guerre, avaient d'autres problèmes. Il fallait survivre. Strasbourg était un champ de ruines, en très grande partie. Il fallait s'habiller, il fallait manger, il y avait des tickets de rationnement. Et puis, l'Alsace a été plombée par d'autres problématiques. La première, c'était l'incorporation de force. Rien que sur Strasbourg, près de 4000 Strasbourgeois ne sont pas revenus du front de l'Est. Plus ceux qui sont morts dans la résistance, plus les citoyens de Strasbourg de confession israélite qui ne sont pas revenus d'Auschwitz, il y en a eu 1 millier à peu près, plus tous ceux qui sont morts sous les drapeaux de l'armée française, ça fait énormément de monde. Alors finalement, se faire tuer sous des bombes américaines, des bombes amies, on n'a peut-être pas voulu en parler tellement. Mais le moment est venu maintenant, la psychothérapie doit aller jusqu'à son terme. Il faut en parler. Et vous allez loin aussi, puisque vous avez cherché à savoir qui étaient ces pilotes américains, ces gangsters de l'air, comme aimaient à le rappeler les nazis. Vous avez mis un visage sur ces noms, et vous êtes même en contact avec l'un d'entre eux, qui est encore de ce monde. Oui, j'ai retrouvé trace très facilement, j'ai trouvé la trace de ces aviateurs très facilement, et dont l'identité de celui qui commandait ces forteresses volantes ce 6 septembre 1943, le capitaine McLaughlin, qui vit toujours, je corresponds avec lui, j'entretiens d'excellentes relations avec lui, il a fait carrière dans l'armée de l'air après la guerre, puisqu'il est devenu général de brigade aérienne. Mais il a 95 ans aujourd'hui. Et il a encore souvenir de ce 6 septembre 1943 ? Tout à fait. Il a écrit ses mémoires en l'an 2000 et il cite Strasbourg par rapport à cette journée funeste pour l'armée de l'air américaine, parce que
plusieurs centaines de bombardiers sont tombés en panne de carburant au retour de cette mission sur Stuttgart, pour des raisons très précises. Voilà, donc ça, c'est le souvenir que lui a du 6 septembre. Est-ce que vous savez s'il est venu en Alsace depuis? Non, lui n'est jamais revenu, mais je regrette un petit peu de n'avoir pas écrit ce livre plus tôt, peut-être il y a une vingtaine d'années, mais on n'était pas prêt pour le faire, hein. Je pense qu'il serait venu sans problème en France et sur Strasbourg. Voilà, Objectif Strasbourg, un livre vraiment passionnant que je vous recommande tout à fait chaudement. Vous serez d'ailleurs, Richard Zeiler, mardi prochain à la médiathèque du Neudorf pour donner une conférence. Et j'imagine que cette conférence va donner lieu à d'autres témoignages, puisque vous me disiez, il y a des gens maintenant que le livre est sorti qui viennent me voir avec leurs souvenirs aussi. Tout à fait, je reste ouvert à ces témoignages complémentaires. Je verrai ce que je pourrais en faire. Mais je prends tout témoignage, même si longtemps après. Dernière question pour vous, Céline Kastner. On parlait des sites de covoiturage qui fleurissaient. Quels sont ceux qui sont fiables, ceux dont il faut se méfier un petit peu? Alors, c'est plus des précautions à prendre. Alors, vérifier effectivement, comparer les sites, voir quels sont les nombres de trajets proposés, les validités des offres. Vous consultez les avis des usagers, parce que c'est important de connaître un petit peu le profil et des conducteurs et des passagers. Et puis, faire attention aussi au fait que ce soit payant ou pas. Il y a maintenant des sites, dont le Liger, qui permet des réservations et de garantir effectivement